Dans l'univers de Fahrenheit 451, les livres et leur lecture sont strictement prohibés. Considérés comme étant à l'origine de dysfonctionnements sociaux, ils sont littéralement brûlés afin de purifier le monde. Ce sont les pompiers qui s'acquittent de cette tâche, devenus agents d'intervention d'une société totalitaire. Dans cette scène, ils s'apprêtent à en brûler une quantité gigantesque et la caméra s'attarde sur certains d'entre eux, dont un exemplaire du 103e numéro des Cahiers du cinéma. Avant de vous parler du plan qui va nous intéresser ici, concentrons-nous sur un autre. En réalité, c'est celui-ci qui avait attiré mon attention en premier lieu et l'émission devait se baser dessus. Mais en poussant la réflexion, j'ai trouvé l'autre plus intéressant, mais nous y reviendrons. La fin du film est généralement considérée comme optimiste, au contraire de celle du livre, plus apocalyptique. Mais l'idée de destruction du monde civilisé semble être un message un peu trop appuyé quand on y pense, et cela aurait détourné l'attention du véritable message que voulait faire passer Truffaut, la micro-société marginale que rejoint Montag n'est guère plus libre que l'autre. Ici aussi, il y a déshumanisation. Ce ne sont plus des hommes mais des hommes livres. Ils abandonnent leur nom pour se nommer par le titre du livre qu'ils auront appris par cœur. Dans le roman, ces êtres ont une capacité mnémonique surhumaine qui leur permet de parfaitement connaître le contenu d'un livre après l'avoir lu une seule fois. Dans le film, Truffaut s'est débarrassé de cet élément fantastique et l'a transformé en dur labeur. Le plan final, celui qui m'a intéressé tout d'abord, nous montre bien cette humanité sans interaction sociale, aliénée par son devoir de transmission, de conservation. Ils deviennent des outils réduits à leur fonction, ce qui finalement est encore pire que ce que leur proposait leur vie antérieure. L'univers du Fahrenheit 451 de François Truffaut est construit de telle sorte que l'on ne peut pas échapper à une certaine forme de conditionnement. Soit on accepte de vivre dans le moule de la société totalitaire dépeinte au début du film, soit on rejette cette vision du monde et on finit dans le moule de la société libre. La seule différence, c'est le choix. Le monde des hommes libres, on le choisit, mais en même temps, ne choisit-on pas de vivre dans le déni quand, comme la femme de Montag, on se bourre de cachets tout en se complaisant de futilités mondaines et de télévision pour éviter de penser par soi-même et se rendre compte qu'on passe à côté du plus important, vivre et être soi? C'est finalement une vision déterministe que semble nous proposer François Truffaut, car entre deux propositions de vie préétablies par la société elle-même et aussi uniformisées l'une que l'autre, y a-t-il vraiment un choix? Peut-on être différent? Peut-on s'exprimer et être soi-même? Le véritable choix serait de pouvoir décider de prendre une autre voie encore, la sienne. Pourtant, le film ne semble rien proposer en ce sens, se terminant sur une vision pessimiste d'une humanité zombifiée et en clôturant le plan ainsi que le film par un décor venant se vider de ses passants. Une image fixe déshumanisée. Mais si l'on considère l'art comme étant une manière de susciter la réflexion, de penser par soi-même, le film nous propose une troisième voie en réalité. C'est même carrément le propos du récit que de soutenir cette approche de la lecture et des livres. Il suffit juste de l'étendre au film que l'on regarde ici. Ce plan, sur un exemplaire des Cahiers du cinéma, pourrait sembler être juste un clin d'œil malicieux à ses collègues, puisque François Truffaut a longtemps écrit pour cette revue, et y écrivait encore à l'époque. Mais j'y vois plus que cela. S'il s'agissait d'un simple clin d'œil, il m'aurait semblé plus judicieux de le faire passer au milieu de la série de livres que nous apercevons dans cette séquence. Pas à la fin comme c'est le cas ici. Le placer ainsi en position finale, c'est lui donner de l'importance. C'est ce qui me pousse à croire que cette citation n'est pas anodine. Bien évidemment, cela peut être un moyen de créer un lien symbolique entre livre et film. Et effectivement, cinéma et littérature ont le même pouvoir, celui de susciter le lecteur-spectateur, de le faire s'investir, réagir, réfléchir, imaginer et créer. Et je pense que c'est là qu'est la troisième voie à laquelle le film nous suggère de songer par nous-mêmes, la création. Alors oui, ce n'était peut-être pas la volonté de Truffaut, mais les œuvres riches suggèrent toujours plus que ce que le créateur a bien voulu y mettre en réalité. Donc même s'il s'agit d'une réflexion toute personnelle, elle m'est venue du visionnage du film, et c'est ça qui est passionnant. Néanmoins, certains indices peuvent faire penser que l'intention du réalisateur allait vraiment en ce sens. Prenons par exemple cette scène où Montag dit à sa femme « L'important pour lui, c'est donc le créateur. Et n'est-ce pas par la création, encore plus que par la lecture, que l'on peut s'exprimer pleinement, librement, jusqu'à s'émanciper de schémas préétablis de formes de pensée conditionnées? Les personnages de Fahrenheit ont échoué dans cette quête. Mais c'est par ce constat d'échec que le film nous invite à trouver une autre voie, car on ne peut rester de marbre face à une impasse. Le film nous pousse donc à penser par nous-mêmes, à trouver nos solutions et ainsi à créer. C'est exactement le parcours de François Truffaut quand on y pense. Et il est vrai qu'à travers cette image des Cahiers du cinéma, je ne peux m'empêcher de repenser à lui qui, écrivant pour cette revue et constatant l'impasse créatrice dans laquelle le cinéma français s'était embourbé, a un jour décidé de s'émanciper de cette position de spectateur pour devenir réalisateur, et créer par lui-même.
Pour appuyer cela, il faut savoir que ce numéro des cahiers daté de janvier 1960 annonce sur sa couverture le premier long métrage de Jean-Luc Godard, À bout de souffle. D'ailleurs, Truffaut est à l'origine du scénario de ce film. Coup de pub personnel? Je ne pense pas 6 ans après. Et s'il s'agissait de réaliser une mise en abîme avec son propre travail, pourquoi ne pas choisir un de ses propres films alors, comme Les 400 coups? En revanche, il est intéressant de noter le parcours similaire qui lie les deux hommes, puisque Godard a lui aussi travaillé pour les cahiers et soutenu le même positionnement face au cinéma français de l'époque. Alors quoi de mieux que de montrer une image de son premier long métrage pour illustrer cette transition du spectateur qui devient créateur. Une petite parenthèse pour noter que les cahiers du cinéma apparaissent aussi dans À bout de souffle, et que ce n'était pas non plus seulement un moyen de faire coucou aux copains. Non, les cahiers sont ici une allégorie de la nouvelle vague, cette école cinématographique née avec cette revue. Lorsque dans le film de Godard, la jeune vendeuse tend un exemplaire en disant « Vous n'avez rien contre la jeunesse » ou lorsqu'on peut en trouver un traînant dans la chambre du jeune voyou, c'est bien pour ironiser sur le positionnement de cette jeune école face à l'archaïsme du cinéma français et pour illustrer la façon dont elle est perçue par celui-ci. Allez vous faire foutre. Dans Fahrenheit, cet exemplaire des cahiers du cinéma représente également ces jeunes cinéphiles d'alors, un peu rebelles qui ont sauté le pas de la création. Ainsi, François Truffaut semble vouloir nous pousser à nous interroger sur un monde sans création, et j'y vois même une invitation à faire comme Godard à lui-même, passer de spectateur plus ou moins passif à créateur. Alors, vous qui regardez cette émission, oui, vous, si ce n'est pas déjà fait, prenez le temps d'y penser. Ne vous contentez pas de vous cultiver. Sortez vos plumes. Armez-vous de vos pinceaux ou autres. Et soyez créatifs. Soyez vous-même. Soyez vivant.